Chers camarades du Cercle Aristote, bonjour. Ça y est, c'est la rentrée, on reprend les webconférences, les conférences, les entretiens, tout. Donc, et aujourd'hui, un ami du Cercle, un de nos camarades, amis et auteurs, notre camarade Bernard Wicht, qui nous parle depuis sa Suisse, qui est en paix relative par rapport par rapport à notre France. J'ai bien dit relative, hein, parce que là, j'ai bien dit relative. Et Bernard va nous présenter les perspectives stratégiques de 2024 telles qu'il les voit. Donc, je rappelle que les derniers ouvrages de Bernard, ce que la guerre d'Ukraine nous dit de la guerre qui vient, l'édition Perspective Libre, et son ouvrage sur vers l'autodéfense aux éditions Jean-Cyril Godefroy, toutes les deux disponibles chez nous. Voilà, cher Bernard, c'est à toi. Alors, bonjour Pierre-Yves, merci de m'accueillir en ce début d'année. Effectivement, tout le monde parle de Troisième Guerre mondiale, suite d'abord au déclenchement de la guerre en Ukraine, et puis à l'ouverture d'un second front avec la guerre entre le Hamas et Israël. Et je viens de lire que le ministre suédois de la Défense civile a fait hier une déclaration officielle disant qu'il fallait se préparer à l'éventualité d'une guerre, ce que son homologue allemand avait déjà fait fin de l'année dernière, donc le ministre allemand Pistorius, qui avait été plus précis encore en disant que à l'horizon 2028, on pourrait se trouver, compte tenu de la mise en œuvre vraiment d'une économie de guerre en Russie, on pourrait se trouver face au déclenchement d'une guerre en Europe. Alors, on est plusieurs à penser que ces déclarations, que ce soit celles du ministre Pistorius, de son homologue suédois, sont plutôt là pour, au fond, faire reprendre conscience aux populations respectives de leur pays que, au fond, la période de la guerre éternelle, de la paix éternelle, de la au fond, des seuls problèmes qui sont des problèmes économiques, de pouvoir d'achat, eh bien que cette période est terminée et qu'il faut, au fond, s'imaginer que on est de nouveau dans un contexte qui pourrait s'avérer conflictuel. Alors, je pense que je dirais, ces appels sont relativement nécessaires, en tout cas dans ces deux pays. Si l'Allemagne a supprimé, comme la plupart des pays d'Europe, la conscription, et maintenant la jeune génération en Allemagne, on va dire, ce qui est du service militaire, ce qui est de la guerre, etc., elle n'en a plus rien à faire. En Suède, on a un climat un peu similaire. N'oublions pas, il y a 2 ans, l'armée suédoise défilait dans les rues de Stockholm au moment de la Gay Pride. Elle faisait partie intégrante du défilé de la Gay Pride et elle défilait pas en armes avec son matériel, mais les soldats défilaient avec leur tenue camouflée, mais avec des sacs roses dans le dos, en se déhanchant. C'était une ambiance un peu cage aux folles. Donc, je pense que dans ces deux pays, ces ministres se rendent compte qu'il faut quand même rappeler les gens à la réalité, ou du moins au risque, à l'éventualité que la situation internationale se durcisse encore plus. Maintenant, si on en vient je dirais, à une analyse plus documentée, on a deux guerres qui sont à nos portes. L'une très proche, c'est la guerre en Ukraine. L'autre un peu plus loin, mais guerre plus, c'est la guerre à Gaza. Elles sont toutes les deux très différentes l'une de l'autre. Mais elles sont liées, selon mon analyse, elles sont liées. Je vois vraiment l'attaque du Hamas le 7 octobre de l'année dernière comme l'ouverture d'un second front parrainé par l'Iran et la Russie pour vraiment, on va dire, fixer encore un peu plus le bloc occidental et l'engluer encore un peu plus dans ses difficultés. Et je prends volontiers la comparaison du débarquement du 6 juin 1944 en Normandie, qui avait exactement cette fonction, hein, qui était l'ouverture d'un second front. Staline le réclamait, les Alliés le promettaient, etc.,
pour vraiment, je dirais, occuper l'Allemagne, l'armée allemande sur tous les fronts. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, je crois qu'on peut vraiment utiliser cette comparaison entre le débarquement en Normandie fait pour ouvrir un second front et l'attaque du Hamas contre Israël et désormais cette guerre entre le Hamas et Israël comme véritablement l'ouverture d'un second front qui crée un véritable phénomène d'usure particulièrement sur les États-Unis. Parce que, bon, on vient de lire aussi que le fonds de soutien, le fonds financier de soutien à l'Ukraine était épuisé et que compte tenu des blocages à la Chambre des représentants, pour le moment, il n'y a pas de nouveau crédit. Et que de l'autre côté, les États-Unis font vraiment mettre les bouchées doubles pour ravitailler l'armée israélienne en munitions d'artillerie. Donc on voit que ce phénomène d'usure, il existe. Les Houthis sont donc là, une des branches alliées de l'Iran se charge aussi de compliquer la situation avec les lancements de drones kamikazes dans la mer Rouge. Donc là, on a véritablement un phénomène d'usure et auquel il faut être vraiment conscient. Et ce phénomène d'usure pourrait encore s'amplifier s'il y a l'ouverture d'un autre front. Je ne pense pas que les Houthis vont rallumer la guerre avec l'Arabie Saoudite, puisque l'Arabie Saoudite s'est désormais rapprochée de l'Iran, se rapproche des BRICS, etc. Donc de ce côté-là, ça paraît peu évident, peu plausible. Mais alors, il y a des éléments qui sont cette fois non plus géopolitiques, mais qui sont d'ordre polémologique, qu'il faut aussi prendre en considération. Le premier, c'est que dans l'hémisphère nord, en général, on a un hiver démographique. On a vu récemment le président de Corée du Nord pleurer devant ses concitoyennes pour leur dire « faites des enfants ». Récemment, Vladimir Poutine a aussi invité les Russes à faire plus d'enfants. Et on sait très bien, donc Emmanuel Todd l'a dit dès le début du conflit, les Russes font cette guerre en Ukraine à l'économie, principalement pour des raisons démographiques. Ils ont un enfant et demi par femme, c'est-à-dire que c'est très peu. Et cette situation démographique, elle touche l'ensemble de l'hémisphère nord. Je pense que la France, grâce à sa politique, disons, de soutien à la neutralité, fait exception dans ce domaine. Et semble-t-il aussi les États-Unis, dont la natalité est assez dynamique, mais avec une dégradation considérable et une augmentation de la mortalité infantile. Mais ceci veut dire que donc les guerres qui menacent, les guerres qui pointent à l'horizon, elles devront se faire à l'économie en termes d'effectifs, et elles devront aussi et surtout se faire par procuration. Donc, à l'heure actuelle, on a les Ukrainiens qui servent véritablement, et c'est dramatique, hein, c'est vraiment dramatique, de chair à canon pour l'OTAN et les États-Unis. Et je fais la même remarque à propos du Hamas. Le Hamas sert de chair à canon, de proxy, comme on dit dans le langage anglo-saxon, de proxy pour la Russie et l'Iran. Et récemment, on voyait que le Hamas cherche à recruter des jeunes Libanais. Donc, le Hamas aussi a des problèmes d'effectifs, mais il est là le proxy de la Russie et de l'Iran. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alors cette fois, on est on va dire, dans la logique de la domination de l'ordre mondial. On savait qu'on avait une hégémonie américaine qui était en déclin. Pour rappel, je l'ai déjà dit à quelques reprises, en 2003, ils entrent en Irak au nez à la barbe de tout le monde, sur la base d'un mensonge éhonté, sans tenir compte des avis de l'ONU, etc., etc. Et 20 ans plus tard, vraiment 20 ans plus tard, où sont-ils? Dans cette région, ils n'ont presque plus rien, ils n'ont plus que quelques forces. Ils sont, on va dire, ils sont sur la brèche et ils souhaitent que, par tous les moyens, que le conflit
en Israël et dans la bande de Gaza ne s'étendent pas parce qu'ils seraient désormais en situation véritablement de surexpansion, il y a une chose aussi à laquelle il faut penser, c'est que avec les tensions avec la Chine, ils sont en train de réaménager leur base dans la zone Pacifique. Je lisais récemment qu'ils sont en train de réaménager le fameux aéroport, la fameuse base de Tinian, qui était celle où les B-29 sont partis pour lâcher les bombes atomiques sur le Japon. Ces bases étaient recouvertes par la végétation, mais les infrastructures sont toujours là, donc ils sont en train de les réaménager. Ça leur coûte des millions. Et Tinian, qui est sur l'île de Guam, c'est un des exemples. Il y a beaucoup d'autres exemples de ces bases qui ont été exploitées pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant une partie de la guerre froide, qui sont abandonnées depuis, sont désormais remises en place, mais à grand coût de centaines de millions de dollars. Donc là, on a ce phénomène de surexpansion impériale dont Paul Kennedy a vraiment bien parlé dans son ouvrage, et où il montre que, au fond, le problème et le déclin d'un leadership mondial, c'est précisément quand, au fond, les charges stratégiques, typiquement l'entretien des bases, le soutien des alliés, le ravitaillement des alliés, etc., que ces charges-là, qui sont des charges stratégiques, dépassent les bénéfices de la puissance économique. Or, on est typiquement dans ce cas-là, et je continue sur le système monde, on a maintenant cet axe russo-iranien qui est en train vraiment de prendre de l'ampleur. Et donc, l'Iran contrôle quand même beaucoup de groupes armés. Alors, il y a ceux qui sont d'obédience chiite, le Hezbollah, les Houthis. Le Hamas est un allié, même si ce n'est pas un groupe armé d'obédience chiite, c'est un allié objectif de l'Iran. La même chose pour la Syrie. Il contrôle aussi des milices en Irak, etc. Donc, on a cet axe russo-iranien et du côté russe, on a une industrie désormais qui tourne à plein régime. C'est assez cocasse de lire dans certaines presses que oui, l'économie russe va mal et le rouble s'effondre, alors que ceux qui sont vraiment, qui connaissent vraiment la Russie, son économie, qui ont l'occasion d'y aller régulièrement, je pense notamment à votre compatriote Jacques Sapir, nous disent l'économie russe, elle tourne à plein régime. Le problème qui est là, c'est la manque de main-d'œuvre. C'est pas. Donc, ce qui prouve bien que. Donc, on a ce nouvel axe qui s'affirme de plus en plus et qui, lui aussi, se sent relativement fort. J'analyse aussi le récent attentat à Téhéran au moment de l'anniversaire des obsèques du général qui avait, au fond, mis vraiment en œuvre toute la résistance en Syrie, les activités en Irak, etc. J'analyse ou j'interprète cet attentat qui a fait quand même vraiment de nombreuses victimes, des centaines de victimes, qui a été revendiqué par l'EI, comme quand même le signe que on est conscient que, au fond, l'Iran est devenu véritablement un acteur majeur sur le plan international et que les mouvances sunnites, on peut penser aussi avec la Turquie en coulisses, s'en inquiètent et tiennent à montrer qu'elles sont toujours présentes. C'est une interprétation à chaud, puisque c'est très récent comme événement, mais je le mets dans cette perspective. Alors, maintenant, il faut voir une chose, c'est que on a des conséquences quand même qui sont importantes pour l'Europe. Parce que l'Europe, eh bien, on a envie de dire tout va mal. Quand je dis l'Europe, je ne dis pas spécifiquement l'Union européenne. Je dis toujours l'espace géographique qui va de l'Écosse à la frontière ukrainienne. Et là, la situation n'est pas brillante. L'économie peine, le moteur économique allemand est en panne. On a des armées qui ont des effectifs squelettiques.
squelettique, c'était quand même très surprenant de voir que les pays de l'OTAN se sont tournés vers la Suisse pour lui demander de leur vendre des chars parce qu'ils avaient tout donné sur le front, c'était le cas de l'Allemagne, donc, parce qu'ils en avaient trop donné à l'Ukraine. Ça me rappelle une plaisanterie que mon père racontait parce qu'il avait fait la mobilisation de 39-45, mon père, donc en Suisse, et l'armée suisse à cette époque n'avait pratiquement pas de chars blindés. Et on raconte, comme on dit, si non è vero è ben trovato, mais en tout cas, là, c'était la faiblesse de l'armée suisse, c'était le manque de chars. Et les Italiens ont voulu en acheter à l'armée suisse, qui a dit, vous en voulez un, deux, trois, ou les voulez les quatre? Et donc, cette anecdote, là, on a vendu 25 chars à l'Allemagne, mais alors c'est du courteline, hein, c'est du grand guignol. Ça montre quand même que hein, un pays comme l'Allemagne, 80 à 100 millions d'habitants, c'est des chars qu'on leur a achetés dans les années 80, qui vient nous dire, vous ne pourriez pas nous en revendre quelques-uns. On voit bien que cette Europe, elle est dramatiquement désarmée, elle a un problème énergétique grave, et puis les forces morales, quoi. Les forces morales sont plus vraiment là. Donc là, de ce côté-là, on a un vrai problème. Et puis, alors, dit euh, dans ces conditions, imaginez qu'à l'horizon 2030, un maître du Kremlin qui n'aurait ni l'intelligence ni la sagesse de Vladimir Poutine se dise que dans ces conditions-là, il peut faire une opération napoléonienne en retour, c'est-à-dire non pas dans le sens ouest-est, mais est-ouest, alors oui, ça peut se discuter. Ça peut se discuter. Et je pense que là, il faut garder les yeux grands ouverts. La succession de Vladimir Poutine, qui n'est pas pour demain, euh, je pense qu'il faudra la regarder très, très attentivement. Parce qu'avec les provocations que l'on a faites et les humiliations stupides, quand je vois dans mon pays, quand la guerre a été déclenchée, là, en février 2022, la guerre en Ukraine, on a annulé des concerts parce que le chef d'orchestre était russe. On s'est posé la question de savoir si on allait laisser faire un concert parce on allait jouer du Tchaïkovski. J'entends, on est au niveau zéro, quoi. On a interdit les chiens russes des concours canins internationaux. On ne l'a Voilà. pas fait pendant la guerre froide. Non. On a Non. interdit les colloques scientifiques alors que pendant la guerre froide, on les multipliait pour pouvoir avoir, tu sais, un scientifique russe qui passe de l'autre rideau et pouvoir Oui, faire 3 jours de presse dessus. Là, on les a interdits. Là, là si tu veux, l'Occident est devenu hystéro. Pardon de absolument. t'avoir coupé. Non, je pense que c'est vrai parce que on ne se rend pas assez compte combien euh, non seulement il y a cette faiblesse économique qui est maintenant apparente, évidente, et il y a cette dénatalité. Je dis la France est vraiment et ça c'est une chose à laquelle les pays européens tous doivent réfléchir. La politique familiale française doit nous éclairer. Je sais que tout n'est pas parfait, que certains en profitent de manière tout à fait euh, honteuse, mais je pense que la France n'a pas un problème de dénatalité, tandis que tous les autres pays l'ont, que ce soit les pays du Sud, que ce soit les pays du Nord, l'Allemagne, etc. Donc ça c'est un grave problème. On a la crise morale. On a la crise morale, donc maintenant, voilà, on est en train les Britanniques sont en train de réécrire les ouvrages, notamment les Dix petits nègres d'Agatha Christie, parce que si on en est là au point de vue de l'héritage culturel, pour ne pas dire de l'héritage spirituel, évidemment, on est dans une crise grave. Et on comprend dans ce sens-là que les deux ministres, allemands et suédois,
tire la sonnette d'alarme en disant, bon, préoccupons-nous de l'essentiel, parce qu'on risque sinon vraiment de vivre ça très, très, très mal dans les prochaines années. Voilà mon analyse à l'heure actuelle, mais je dirais, elle n'est pas très joyeuse, elle n'est pas très optimiste. Je pense que nous avons les moyens de nous reprendre en main, mais je ne suis pas sûr que nous en ayons la volonté. Je pense, si tu veux, le vrai problème que tu le soulignes, c'est qu'on a un véritable problème de volonté. Ça, je vais dire, je suis de, de volonté et surtout, le, je, tu vois, je pense que on a une partie de l'élite occidentale qui, comme elle est elle-même issue du pourrissement et qu'elle en est, je pense, tout à fait consciente, elle va préférer jouer le pourrissement, pour, comment dire, euh, parce qu'elle pense que toute amélioration emportera sa chute. Mhm. Je pense que sincèrement, tu sais, à un moment, face à une situation d'effondrement, t'as deux types d'hommes profondément, en termes de gouvernement. Tu as ceux qui retiennent et tu as ceux qui poussent. Beaucoup plus rarement, et ça c'est les révolutionnaires, tu as ceux qui se disent perdu pour perdu, on en sortira par le haut et on retourne la table. Mais ça, généralement, ces gens-là, ils arrivent juste après l'effondrement parce qu'on ne les a pas écoutés avant. Ouais. Tu vois, si tu veux, la plupart des théories politiques et militaires du général de Gaulle étaient prêtes à la fin des années 20. Hein. Mhm. Donc, si tu veux, quand on l'appelle sous-secrétaire d'État à la guerre, c'est trop tard. Hein. Donc, tu sais, MacArthur le disait très bien, toute bataille perdue se résume en deux mots, trop tard. Et, et je pense que là, une partie de l'élite occidentale se dit, ça va jouer dans l'élection américaine. Dans l'élection américaine, tu as celui qui tire et tu as celui qui pousse. Tu vois, là, ça va être le grand moment de l'année à cause de ça. Tu vois, parce que c'est le seul cas où on va avoir en Occident un qui tire face à un qui pousse. Tu vois. Tous les autres, et particulièrement les Européens, tu as des élites qui poussent. Je mets le cas anglais à part. Je mets le cas anglais à part. Mais regarde les autres élites européennes. Qui retient la déchéance de son pays? Aucun. Pire que ça, ceux qui ont été élus sur le fait de le vouloir, Madame Mélanie, Monsieur Wilders, soit trahissent volontairement qu'à Mélanie, soit s'effondrent parce que le poids du système est trop lourd qu'à Wilders. Tu vois, je vais dire, je pense et je crains que, vu l'inclinaison de l'élite, en tout cas ouest-européenne, c'est un choc extérieur qui fera évoluer les situations européennes. Choc extérieur qui sera peut-être pas nécessairement dramatique, mais mais qui peut s'avérer tragique. Tragique au sens où il n'y aura pas d'issue. Tu vois, Alors, effectivement, je pense que, puis là, on n'est pas loin de la fameuse thérapie du choc. Hmm. On n'est pas loin de Exactement. ça. Et alors, dans ce sens-là, il y a je dirais, un exemple historique qui, moi, me retient de plus en plus mon attention, c'est celui de la guerre de 70. La guerre de 70, alors, elle est vraiment tout à fait particulière parce que l'armée française est battue à Sedan, le chef de l'État, Napoléon III, est fait prisonnier, et donc, à partir de là, les Prussiens considèrent qu'ils ont gagné. Et on va dire, selon la logique clausewitzienne, oui, ils ont
euh, capturé le chef de l'État. L'armée a essuyé une défaite, euh, selon les termes clausewitziens, une bataille d'anéantissement. Hein, donc, la France devrait être occupée. Eh bien, non. Alors, Paris ferme ses portes. Les gardes nationaux montent sur les bastions, euh, et on est en province, on ressort entièrement une armée, une deuxième armée, avec des effectifs impressionnants, du matériel, etc. Bon, cette armée ne pourra pas, au fond, combattre comme il était envisagé, mais le résultat des courses, c'est que d'abord, les Prussiens sont complètement désarçonnés. Eux qui pensaient, là, voilà, on a gagné, c'est fini. Non, ils n'ont pas gagné. Deuxièmement, la capitale ne tombe pas. Alors bon, ils vont la bombarder, mais elle ne cédera pas. Les Prussiens, ne prendront pas Paris. C'est dans un traité, dans une clause du traité qui met fin à la guerre, qu'ils prévoient qu'ils pourront défiler dans Paris. Mais en fait, ils traversent la capitale, on ouvre les portes, ils traversent la capitale, ils ressortent de l'autre côté pour montrer, oui, on a défilé dans Paris, on a ce symbole de la victoire, mais la victoire n'est pas là. Et la France résiste. Alors évidemment, elle va perdre l'Alsace-Moselle, mais le reste du pays, il s'est levé comme un seul homme, et on a véritablement cette dimension tellurique qui va fonctionner. Or, quand je pense, par exemple, aux Gilets jaunes, quand je pense aux électeurs du Brexit, quand je pense à tous ces mouvements qu'on traite de souverainistes, d'extrême droite, etc., on a l'étiquette facile à l'heure actuelle, je vois exactement cette dimension tellurique. Je vois exactement cette dimension tellurique. Et là, le choc dont tu parlais tout à l'heure, eh bien, ça a été la guerre de 70. La guerre de 70, perdue, on va dire. J'avais un, un maître qui malheureusement nous a quittés, qui était un des bons historiens militaires suisses, Daniel Reichel, qui parlait toujours de la partie déformable de la carrosserie. Alors, en 70, la défaite de Sedan et la capture de Napoléon III, c'est la partie déformable de la carrosserie. Le reste tient et tient bien. Et puis, on a des résistances, qui sont entrées plus que dans l'histoire, dans la légende. Belfort, avec d'Enfer Rochereau, Besançon, etc. Donc, on a, et puis évidemment Paris. Et puis après, on aura la commune de Paris qui va devenir, au fond, le grand symbole de toute la pensée marxiste, etc. Donc, je dirais, à mon avis, c'est un scénario qu'il faut étudier. Je veux dire, un moment de l'histoire qu'il nous faut étudier très, très attentivement, parce que on pourrait être amené à le revivre, et je pense que là, on pourrait retrouver vraiment des énergies absolument insoupçonnées. En tout cas, si tu veux, c'est ce qu'il faut souhaiter. Parce que j'ai le, tu vois, c'est ce que j'essaye de dire aux miens depuis longtemps. L'acier est forgé avec le feu. Tu sais, moi, je suis pas spenglerien pour deux ronds. Je trouve que, je le dis souvent, une partie des intellectuels européens et particulièrement des droites européennes ont pris un mauvais pli spenglerien, c'est-à-dire qu'on aime les ruines. Moi, j'aime pas les Oui, ruines parce que je suis pas, parce que tout simplement, je suis pas assez riche. C'est un loisir de riche d'aimer les ruines. oui, Ah, et je pense que, si tu veux, on ne l'analyse pas assez, mais tu vois, et ça, une partie de l'extrême gauche est très en avance hein, dans sa pensée là-dessus, sur la destruction anthropologique par le confort, ce qu'ils appellent l'homo-confort. Bon. Mais on ne se rend pas compte que l'homo-confort a un côté gothique. C'est-à-dire qu'il est d'autant plus dans le confort qu'il aime les ruines, parce qu'il sait qu'il vivra jamais dedans. Donc il a une fascination morbide pour la chute. Parce que depuis un canapé confortable, on peut se permettre de regarder des ruines, on peut se permettre de regarder Rome qui brûle,
parce que, tu sais, c'est cette phrase horrible des procès de Tokyo. Pourquoi avez-vous mis des morts jusqu'à l'horizon? Réponse, parce que c'est beau. Phrase horrible. Ouais. Ben là, c'est pareil, tu vois, c'est beau de voir le monde brûler pour certains. Moi, à titre personnel, malheureusement, j'ai jamais eu les moyens d'avoir ce genre de rêve. Et je trouve que il y a une partie même des droites européennes qui sont très spengleriennes. Moi, si tu veux, la déchéance m'attire pas, m'a jamais attiré. Et c'est ce que je dis aux miens, l'acier est forgé avec le feu. Alors oui, il y a des parts de nos différents peuples qui vont se transformer dans les épreuves. Et il y en a peut-être une part qui va pas disparaître physiquement, personne ne leur souhaite, c'est pas ça le problème, mais qui va avoir son rythme de vie. Mais tu vois, exactement comme les enfants chéris du KGB à la chute du mur. Ils étaient promis à tout, et une Mhm. partie s'est suicidée à l'alcool, à la vodka de Ouais. patate, tu vois. Et les autres, ils ont réappris la vie durement. Tu vois, Vladimir Poutine, on le dit jamais, mais il a passé 2 ans chauffeur de taxi. Tu vois, il était un des espoirs du KGB, il arrive chauffeur de taxi. Ouais. Comme descente personnelle, c'est raide, hein, dans la Ah ouais. Russie des années 90, tu vois. Donc, tu vois, je pense qu'on va assister à des trucs comme ça, mais malheureusement, vu l'état des Européens, le pourrissement peut être encore lent, jusqu'à un choc qui peut être exogène. Mais par contre, si la guerre d'Ukraine n'y a pas suffi, eh ben, je ne sais pas. Alors, je pense que, et c'est ça peut-être qui risque d'être le signe noir, hein, la fameuse théorie du signe noir. Personne pensait qu'il y avait des signes noirs, et puis le jour où on en a découvert un, c'est la grande surprise. Donc, on en a fait un Ouais. bouquin là-dessus qui, depuis, a dû bien rapporter du beurre à son auteur. Euh, le signe noir, c'est les États-Unis. Alors, les élections, oui, hein, elles vont nous, euh, elles vont provoquer sans doute des changements, mais quel que soit le vainqueur de ces élections, la machine est à plat. Donc, ils vont plus, alors, on peut plus, comme on l'a fait, mais même nous en Suisse, hein, même nous en Suisse, euh, penser que, oui, effectivement, on n'est pas prêt, mais ils viendront comme ils sont déjà venus. Donc, hein, le parapluie militaire américain. Et on ne peut pas non plus imaginer, et ça encore moins, un plan Marshall, hein, un nouveau plan Marshall. Donc là, il va y avoir une situation assez darwinienne, parce qu'on n'est pas prêt, mais on aura personne pour venir à notre aide. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et là c'est aussi des cas que l'on peut tirer de l'histoire militaire, c'est que par exemple, la Yougoslavie qui est envahie, bon d'abord par Mussolini, mais ça marche pas bien, et donc l'Allemagne, Hitler doit venir à son secours. Et la Yougoslavie va s'effondrer. L'armée yougoslave n'était pas mauvaise en termes d'effectifs, en termes de matériel, mais visiblement, elle était mal commandée, elle était mal encadrée. Ce qui est assez surprenant, c'est que Tito va réussir, bah c'est exactement l'exemple que tu prenais tout à l'heure avec Poutine, chauffeur de taxi. Tito, qui était un illustre inconnu, va réussir à reprendre tout ça en main, à en faire une armée beaucoup moins importante en termes d'effectifs, mais qui va tenir la dragée haute à l'Allemagne jusqu'à la fin de la guerre, et qui va faire en sorte qu'à la fin, ils sont dans le camp des vainqueurs, et ils y sont seuls, par leur propre effort. Et on a beaucoup de situations où on a des armées ou bien trop petites, ou bien mal équipées, ou bien suffisamment nombreuses et bien équipées, mais mal encadrées, qui, au fond, se transforment en cours de conflit et deviennent tout d'un coup un outil militaire extrêmement performant parce que bien commandé par
Oui, par deux, trois personnes qui y croient et qui, au fond, à ce moment-là, se trouvent dans cette situation de darwinisme. Tu parlais du leader de la droite, Geert Wilders, qui s'effondre sous le poids du système. Et c'est exactement ça. Et Giorgia Meloni, c'est exactement ça. Tout d'un coup, on se trouve confronté à un Parlement européen, à des directives européennes, au fait que le Brexit, c'est pas franchement un horizon pour le moment qui peut attirer les gens parce que visiblement, ça, ils ont de la peine, etc. Donc, la lourdeur du système est telle que il faut un électrochoc pour que, au fond, les vrais leaders puissent s'affirmer. D'ailleurs, le théoricien de l'effondrement des sociétés complexes, la Tainter, l'archéologue britannique, il le montre bien. Il dit, au fond, l'effondrement type Empire romain ou autrement, c'est parce que la société euh, existante est devenue beaucoup trop complexe, beaucoup trop lourde, qu'à chaque fois qu'on a un problème, on a créé un nouvel organe, qu'à chaque fois qu'on avait une difficulté, on a créé un nouveau texte de loi, et que l'effondrement permet au fond à cette société de revenir à un niveau de fonctionnement beaucoup plus correct, beaucoup plus dynamique, mais évidemment cet effondrement ne se fait pas dans la joie et la bonne humeur. Donc, on est, je pense, en Europe face à ça. À chaque fois qu'on a un problème, moi, je suis un eurosceptique et je vis dans un pays qui n'est pas membre, qui n'est pas partie de l'Union européenne, mais comme le disent parfois certains commissaires, on est plus intégré, la Suisse est plus intégrée dans toute la mécanique européenne, en particulier la mécanique économique et financière, que certains États membres. Donc, on fait partie de cet ensemble. Et on voit très bien qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on crée une nouvelle loi, on crée un nouvel organe, on crée une nouvelle commission, on veut rajouter des étages à la hiérarchie qui est déjà beaucoup trop lourde. Donc, je pense qu'on peut réfléchir dans cette situation et mettre en évidence, comme dans le modèle de la guerre de 70, les forces vives, comme au moment de l'invasion de la Yougoslavie par l'Allemagne, le fait qu'on peut saisir cette occasion pour reconstruire et avoir un outil qui soit certes moins lourd, mais plus efficace. Merci beaucoup, mon cher Bernard, pour ces perspectives. Merci. À très vite. À très vite. Merci Pierre-Yves de cette interview. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.